Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va avoir un format un peu spécial pour cette vidéo. Comme vous le savez, on est vraiment dans une période de crise. Et en période de crise, on ne peut pas trader comme on trade d'habitude. On ne peut pas se baser sur les mêmes signaux. Parce que les marchés sont extrêmement nerveux. Les niveaux chartistes ont tendance à répondre beaucoup moins bien qu'en temps normal. Parce qu'on est en mode crise, en mode panique. Donc on va voir ça ensemble. Quels peuvent être les signaux à guetter pour se dire que ça y est, le marché reprend, ou ne reprend pas d'ailleurs, une tendance haussière et qu'on peut se remettre à jouer dans un mode un peu plus normal. Le premier conseil que je pourrais vous donner, avant même de parler indicateurs ou techniques, c'est d'être le plus neutre possible sur les marchés actuellement. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, en temps de crise comme ça, en temps de panique, les marchés peuvent être totalement irrationnels, même si là sur le Bitcoin on a baissé au maximum de 64%, on pourrait très bien rebaisser encore de 50% dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça, c'est impossible à prédire. Comme je vous dis, les marchés sont irrationnels. S'il y a des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, si l'épidémie se propage encore plus, il pourrait vraiment y avoir des réactions de panique. Et à l'inverse, si dans un mois un laboratoire annonce avoir trouvé un traitement, un vaccin, là les cours pourraient rebondir assez sauvagement et exploser à la hausse. Mais vous voyez actuellement, en l'état, on ne peut pas vraiment faire de prévision sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est pour ça qu'en l'absence de pouvoir faire des prévisions un peu fiables, un peu stables, qui se basent sur quelque chose, il vaut mieux protéger votre capital et être le plus neutre possible sur les marchés. Si on regarde d'un point de vue strictement technique sur le Bitcoin, en format hebdo, on est sur un support. On est sur cette oblique en rouge, ici de long terme, qui a été testé et il y a eu un rebond. On testait également en même temps cette oblique en bleu de plus court terme, et on a testé à l'horizontale les anciens points bas qu'on avait ici. Donc là, c'était une zone de rebond, mais en période de crise et en période de panique, les zones de support, vous pouvez jamais être sûr qu'elles vont tenir. Là, la plupart des actifs financiers mondiaux dégringolent, vraiment sont en très très forte chute. Si on regarde un peu le S&P 500, donc c'est l'indice majeur américain, on voit que, regardez la chute qu'on a, on a eu une chute de 30%, plus de 30%. Et pour un indice mondial, c'est pas comme sur les cryptos, c'est beaucoup moins volatile. 30%, c'est une chute énorme. Là, on est en hebdo, regardez en hebdo, cette chute qu'on a eue ici, on n'avait pas eu une telle chute depuis la crise de 2008 qu'on a eue ici, ou depuis la crise de 2000, la crise Internet qu'on a eue ici. Donc on voit bien que c'est quand même pas une petite chute anodine, c'est l'une des plus grosses chutes qu'on ait eues depuis les deux grosses crises précédentes. Donc tout ça pour bien voir que le climat actuel est vraiment très très baissier. C'est pour ça que des fois on considère que les cryptos sont un actif refuge, une valeur refuge, un peu comme l'or peut l'être. Mais vu que l'essentiel des marchés mondiaux est en baisse, le pétrole frôle les 20 $, ce qui est totalement bas, c'est également très baissier. Quand la plupart des actifs mondiaux sont en baisse, je ne pense pas que les cryptos puissent servir de valeur refuge, d'ailleurs on le voit bien, parce que ça reste quand même un actif qui est très très volatile, les cryptos. Donc si vous êtes quelqu'un qui a des énormes capitaux, un gérant de fonds ou autre, quand tout se casse la gueule, vous n'allez pas forcément avoir envie de migrer vos capitaux sur un marché aussi volatile que les cryptos, qui peut perdre, là on a vu sur le Bitcoin, on a eu une baisse 2 fois supérieure à celle des indices, 65%. Donc c'est pour ça que si le reste des marchés mondiaux continue à chuter, il y a quand même des fortes chances que le marché crypto fasse comme il l'a fait actuellement et suive la tendance et continue à chuter lui aussi. Donc comme je vous disais, techniquement on est sur un support ici, vers les 4400. Mais c'est un support technique, et les supports techniques et l'analyse fondamentale en période comme ça de crise, d'incertitude majeure, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus fiable. Si on regarde un peu d'un point de vue macroéconomique en ce moment, ce qu'il y a eu avec la crise, on peut se baser sur la Chine. Donc la Chine qui est en train de sortir de l'épidémie de coronavirus, donc qui a été le premier pays vraiment impacté. Si on regarde un peu les chiffres qu'on a ici, la Chine avait normalement un PIB attendu à 4,9%, et suite au coronavirus, il prévoit plutôt moins 0,8%, donc une récession. Et même en 2021, il tablait sur 6,4%, et maintenant il s'est réactualisé à 0,9%. Donc on voit vraiment que le virus a un impact sur l'économie, et si c'est un impact sur l'économie majeure qu'est la Chine, la deuxième économie mondiale,
bah, ça va forcément impacter le monde entier. Et surtout, comme vous savez, bah là actuellement, le virus se propage partout. L'Europe, maintenant, c'est le centre du virus. Donc, il n'y a pas de raison que l'Europe s'en sorte mieux, hein. Ça va être comme la Chine, ça va vraiment impacter le PIB de l'Europe. Et donc, ça présage vraiment rien de bon pour la suite de l'économie. Donc, c'est pour ça que méfiance hein, sur les marchés. Là, même si jamais on sort du coronavirus assez rapidement, ben, les économies ont été touchées, ont été impactées. Donc, il va y avoir du temps avant que tout se remette en marche. Et c'est plutôt mauvais pour l'économie dans les prochains mois à venir. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'attendre à une nouvelle hausse sur les actifs financiers très rapide. Donc voilà, c'était vraiment pour vous mettre en garde, hein. Il vaut mieux être trop prudent et avoir pu protéger son capital que chercher à attraper le point bas de la crise. Si elle dure plusieurs mois, ben là c'est clairement pas le moment de chercher à acheter pour l'instant. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut se demander, d'accord, on est prudent, mais quand est-ce qu'on sait qu'on va pouvoir recommencer à trader, à passer des achats et à tenter de garder ses positions? Donc il n'y a pas d'indicateur miracle, hein, mais je vais vous présenter 2-3 façons de regarder les choses qui sont pour moi en tout cas, des prérequis à avoir au minimum pour vouloir se replacer à l'achat, pour faire un peu de hold sur les cryptos. Alors le premier, c'est un indicateur que j'ai déjà montré, c'est l'ADX et le DI. Donc c'est un indicateur cumulé hein, avec 3 lignes. La ligne en noir ici, c'est une ligne qui vous montre un peu la volatilité, la puissance des mouvements. Alors celle-là, pour le coup, elle va pas nous servir énormément. On va plutôt se baser sur la ligne verte et la rouge, qui sont les deux lignes du DI. Alors très simplement, la ligne verte, ça montre la puissance des acheteurs. La ligne rouge, c'est la puissance des vendeurs. Donc je vous conseille de vous en servir dans un format hebdo, hein. Prenez un format large. Là, on est vraiment en train de chercher quand est-ce que les cours pourraient repasser haussiers pour du long terme. Donc en format hebdo, c'est bien. Et tout simplement, quand la ligne verte est au-dessus de la rouge, ça veut dire que l'indicateur estime que les acheteurs ont la main. Quand la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte, ça estime que les vendeurs ont la main. Donc là, forcément, ce qu'on voit actuellement, c'est que la ligne rouge est au-dessus de la verte, donc c'est les vendeurs qui ont la main. C'est assez logique. Et du coup, ce qu'on pourrait guetter pour la suite, eh ben, c'est attendre que cette ligne verte repasse haussière et recroise à la hausse la ligne rouge. Si on regarde un peu l'historique des cours, les anciens croisements, alors ici on avait eu un croisement baissier, ça veut dire que les vendeurs étaient ici, ils sont passés, enfin les acheteurs étaient ici, pardon, ils sont passés sous les vendeurs. Donc à partir de là, ça annonçait plutôt une phase de baisse, hein. Et la fois d'avant, alors là on était extrêmement baissier, hein. Rappelez-vous, pendant cette phase de baisse sur le Bitcoin, la ligne verte, donc acheteur, était toujours sous la ligne des vendeurs, donc les vendeurs avaient la main. On est resté vendeur très longtemps, hein. D'ailleurs, si on suivait l'indicateur à ce moment-là, il n'y avait aucun signal d'achat tant que les acheteurs en vert étaient sous les vendeurs en rouge. Et on a franchi enfin ici le croisement des lignes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en théorie, les acheteurs reprenaient la main par rapport aux vendeurs parce que la ligne passait au-dessus. Et ça correspondait à ce niveau ici sur les cours. Donc là, pour le coup, ça indiquait bien que les acheteurs avaient repris la main. Donc là, de la même façon, on voit que les vendeurs ont pris la main ici. D'ailleurs, ils ont bien pris la main. Là, il faut attendre que les acheteurs reprennent la main et donc que la ligne verte repasse au-dessus de la rouge. Donc on voit que ce n'est pas pour l'instant. Et d'ailleurs, on peut appliquer ça sur le S&P 500. Donc c'est bien de faire un parallèle avec les indices parce que vu qu'on a beaucoup plus d'historique sur les indices, ça nous permet de voir un peu le comportement à long terme de ce qui s'est passé. Là, si on reprend les deux périodes de crise, de la crise Internet de 2000 et la crise de 2008 bancaire, et qu'on rajoute l'indicateur toujours pareil, on va regarder les deux baisses. Donc là, début de la crise, on voit que les vendeurs prennent la main ici. Les vendeurs gardent la main très 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 longtemps, hein. Vous voyez là, la crise de 2008 jusqu'au point bas en 2009, les vendeurs ont toujours eu la main très largement. Et on voit que le changement de main s'opère ici. Alors là, ça hésite un peu. Et ici, finalement, les acheteurs prennent la main. Vous voyez, la ligne verte repasse largement au-dessus de la rouge. Et c'est ça qui annonçait la sortie de la crise
avec, regardez, hein, par la suite, bah, on a repris un vrai marché haussier. Donc là, tout bêtement, il suffisait de suivre l'indicateur, enfin pas de suivre, mais l'indicateur en tout cas était un bon indicateur pour indiquer que les haussiers avaient repris la main à partir de là. Vous voyez bien que pendant toute la phase de baisse ici, les acheteurs n'ont jamais repris la main. Même dans les petites phases de hausse comme ici, ça n'a pas suffi pour que l'indicateur vous dise que les acheteurs avaient repris la main. Donc on voit que là, la DX donnait un signal pas mauvais pour indiquer la fin de la crise. Et si on regarde la crise de 2000, alors phase de baisse très violente, hein, qui a duré jusqu'en 2003, donc une crise qui a duré plusieurs années, regardez, les vendeurs, pendant plusieurs années, sont restés au-dessus des acheteurs. Même pendant les phases de hausse, les deux lignes ne sont pas croisées, et on a le signal que les acheteurs reprennent la main ici. Donc on va mettre comme sur l'autre, voilà, un niveau ici. Ça correspondait à ce niveau. C'est à partir de là que l'indicateur nous disait « Ah, ça y est, là les acheteurs ont repris la main pour la première fois depuis 3 ans. » Et vous voyez par la suite, c'est reparti vraiment à la hausse. Donc là, pour le coup, la DX a très très bien fonctionné pour nous indiquer vraiment que les acheteurs n'avaient pas la main pendant la baisse déjà, et que les acheteurs, au moment où ils reprennent la main en format hebdo, ils la reprennent pour de bon. Donc sur le Bitcoin, ça pourrait également être un signal à guetter dans les prochaines semaines, voir quand est-ce que les acheteurs vont reprendre la main ou pas. Une autre méthode, ça va être de se baser un peu plus sur l'action des prix et sur les zones d'accumulation et de distribution. Les zones d'accumulation, c'est simplement des zones où les cours vont stagner. Les cours vont accumuler dans une zone précise, donc soit c'est un range, soit c'est une zone de congestion qui latéralise. Et souvent, quand on a ces zones de latéralisation, de congestion, c'est là que les cours accumulent et ça pète dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut simplement guetter ces zones et voir quand est-ce que ça va casser à la hausse ou à la baisse. Si ça casse à la baisse, il n'y a rien à faire, c'est que ça va continuer à baisser. Et si ça casse à la hausse, par contre, après avoir une grosse phase d'accumulation, souvent ça indique un mouvement qui va continuer à la hausse par la suite. Donc par exemple sur le Bitcoin, si on regarde les zones qu'on a eues, on avait eu cette zone d'accumulation. On a également cette zone ici qu'on a eue. Et ça, on peut ajouter un indicateur. Dans le volume profile, on a le range qui est fixé. Alors fixé, alors je vais vous montrer, hop. Ça vous permet de le délimiter comme ça. Et ça vous met, comme pour le volume profile, le volume à l'horizontale. Mais ça vous le met que pour ce que vous avez sélectionné comme période. Donc là, vous voyez, à ce moment-là, quand on était ici dans le range, on pouvait le mettre sur toute la zone du point haut jusque là où on était à ce moment-là. Et on voit que ça nous montre clairement la zone d'accumulation. Vous voyez, le volume, c'est là qu'on avait le plus gros volume avec le trait rouge qui vous montre le POC. Donc le POC, c'est la zone de prix le plus travaillée. Et on voit qu'on en est sorti par le bas de cette zone de congestion. Vous voyez, bougie baissière ici, qui a cassé vraiment le bas du range, qui a cassé également ce bloc de volume qui était assez gros, hein. Il n'était pas aussi gros que celui juste au-dessus, mais il était quand même assez fort. On l'a cassé par le bas, là ça indiquait qu'on allait poursuivre plutôt à la baisse. On a poursuivi à la baisse, et après on a fait une nouvelle zone d'accumulation, ici, hein, qu'on voit ici, où on a stagné. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement déplacer ce range qu'on va mettre ici et ici. Alors si j'arrive à le choper, hop, voilà. Donc on va le placer sur la nouvelle zone qu'on a eu d'accumulation. Donc là je reprends à partir du moment où on a cassé l'ancienne zone d'accumulation et je prends cette zone ici. Et on voit que là on avait la zone d'accumulation ici. Donc là ce qu'on a vu c'est qu'on a clairement cassé la zone d'accumulation en faisant cette bougie haussière. Donc là ça a distribué en fait vers le haut. Ça pouvait indiquer qu'on allait avoir une poursuite de la hausse par la suite, ce qu'on a bien eu. Donc c'est vraiment en se basant sur ces zones, parce que souvent quand on a des forts mouvements impulsifs, hein, de tendance comme la tendance baissière, forcément il y a des zones où ça va accumuler. Quand ça accumule, vous guettez la sortie de la zone d'accumulation, est-ce qu'on en sort à la hausse ou à la baisse, et en général on a un mouvement assez sympa à trader par la suite. Donc nous si on va acheter, il faut guetter une zone d'accumulation comme ici.
avec beaucoup de volume et avec un POC qui vous indique qu'on est dans la zone d'accumulation. Et il faut guetter la sortie. Donc la sortie avec un chandelier assez fort, en général comme ici à la baisse ou ici à la hausse. Et ça indique en général un mouvement qui va durer encore pas mal de temps dans le sens de la cassure. On peut d'ailleurs regarder sur le S&P 500, toujours pour prendre quelque chose où on a un peu plus d'historique. Alors là, on va reprendre pareil, hop, l'outil pour mesurer. On va l'étirer pendant toute la phase de baisse. Pendant toute la phase de baisse, on voit que la zone qui a été le plus accumulée, c'est cette zone. On a le POC en rouge ici. Donc c'est cette zone de prix qu'il fallait vraiment guetter. Et à partir de là, on pouvait estimer qu'on en était sorti à la hausse. Là, on a hésité pendant pas mal de mois dans la zone. Donc la zone, c'est une zone assez large. Prenez là où vous avez beaucoup de volume autour du POC. En général, c'est un peu au-dessus, un peu en dessous du POC. Et quand on en sort à la hausse, là, ça veut dire que suite à l'accumulation de plusieurs mois, c'est les acheteurs qui ont gagné et on en sort à la hausse et ça indique en général la poursuite haussière. On peut faire ça également pour l'autre. Si on prend, hop, encore une fois, non, j'ai pas pris le bon. Si on prend encore une fois le range comme ça, qu'on l'étend pendant toute la phase de baisse. Alors là, on voit qu'on a eu une zone d'accumulation ici, la plus travaillée. Alors ça veut dire que c'était à ce moment-là, en fait, c'était cette zone. Mais on en est sorti par le bas. Ça a continué par le bas. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est adapter, comme on a vu sur le Bitcoin, adapter sur le mouvement suivant ici. Donc là, accumulation, ça sort par le bas, nouveau mouvement de baisse. On ajuste l'outil sur le nouveau mouvement de baisse après l'accumulation qu'on a eu ici. Là, on voit que la zone d'accumulation est ici. Donc c'est cette zone, encore une fois, c'est une zone qui peut être assez large. Et on voit qu'on en sort à la hausse. Et une fois qu'on en sort à la hausse, c'est indiqué le retour de la tendance haussière. Si on veut affiner encore plus ça, on peut ajouter l'indicateur zigzag que j'avais ici. L'indicateur zigzag, c'est un indicateur tout simple. Ça vous montre simplement les points hauts et les points bas. Si on regarde un peu les paramètres, on a deux paramètres. C'est la déviation. Ça, c'est le pourcentage de hausse ou de baisse pour que l'indicateur estime qu'on a fait un point haut ou un point bas. Si vous mettez 1%, il va faire plein de petits points hauts, plein de petits points bas. Donc, il ne faut pas le mettre trop petit. Donc, on veut des variations assez grandes. Et la profondeur, c'est le nombre de bougies pour estimer qu'il y a un point haut et un point bas. Là, ça veut dire que dans un mouvement haussier, même si on a fait 5% de hausse, il faut au moins qu'il y ait eu 10 bougies pendant la hausse. Ça évite d'avoir des points hauts ou des points bas sur des mèches isolées. Et en fait, avec l'indicateur zigzag, vous pouvez vous baser sur la théorie de Do. Donc la théorie de Do, c'est on est en tendance baissière tant qu'on a des points bas et des points hauts alignés à la baisse. Donc là, par exemple, pendant la phase baissière, on voit que tous les points bas étaient alignés à la baisse, vous voyez ici, et tous les points hauts étaient alignés à la baisse. Donc ça vous permet de le voir très facilement visuellement, donc ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Du coup, pour savoir quand est-ce qu'on peut se remettre à acheter après un marché baissier comme ça, si on se base sur la théorie de Do, on peut se dire, j'attends simplement qu'on fasse 2 points hauts et 2 points bas alignés à la hausse. Donc là, si on regarde un peu ce qui s'est passé, là il n'y en a pas eu. Là, on commence à faire des points bas, alors qu'ils ne sont pas alignés à la hausse, mais qu'ils sont au même niveau. 3 points bas au même niveau, 2 points hauts au même niveau. Donc là, c'était la zone de congestion qu'on voyait d'ailleurs avec le market profile ici. Et on voit qu'on sort de la zone de congestion en formant un nouveau point haut. Donc cette fois, on est peut-être bon. Là, on a un point bas, ici. Ensuite, on avait le point haut d'avant qui était là. Nouveau point haut ici, point bas ici. Là, ça y est, à partir de là, on avait 2 points hauts et 2 points bas en format hebdo, prenez un format large, qui étaient alignés à la hausse. Donc à partir de là, on pouvait se dire, selon la théorie de Do toute simple, qu'on était repassé en marché haussier. Et en plus, grâce au volume profile ici, ça nous permettait de conforter notre scénario de hausse, parce que dans le même temps, en plus qu'avec Do on était haussier, parce qu'on avait fait 2 points hauts, 2 points bas alignés à la hausse, on était sorti à la hausse de cette zone de congestion qu'on avait ici, avec le market profile. Donc on avait en fait 2 signaux, sorti à la hausse de la zone très forte du market profile, et
sortie haussière avec une tendance haussière qui démarrait selon la théorie Dow, qui est la théorie la plus simple hein, pour la tendance. Donc on pouvait voir ça. Là on pouvait faire pareil hein, pour l'autre marché baissier qu'on avait eu ici, la crise de 2008. Ici on voyait la zone de congestion qu'on va encadrer hein, comme ceci, voilà la zone de congestion un peu large. Et si on regarde les points hauts et les points bas, là on avait un point bas ici. On avait donc un point bas à ce niveau-là. Donc point bas ici. Ensuite on avait, on va zoomer un peu, le point haut ici, comme ceci, hop. Le point bas qui était bien plus haut que le précédent et le nouveau point haut qui était plus haut. Donc à partir de ce point, on était en marché haussier, la tendance repassait haussière. Et en plus, à partir de ce point où on est en tendance haussière selon Dow, on était bien sorti à la hausse de la zone de congestion selon le market profile. Donc en cumulant le market profile et le zigzag, ça peut donner des signaux, en tout cas indiquer qu'on est repassé en marché haussier. Et ça correspondait bien hein, au retour du marché haussier long terme. Alors certes, quand on fait ça, bien sûr, on n'a pas le meilleur prix d'achat. Hein. On n'a pas cherché à attraper le point bas ici, on s'est placé beaucoup plus tard pendant la hausse. Mais au moins, quand on se place ici, ou après la petite correction baissière ici, hein, maintenant qu'on est en marché haussier, on peut attendre une petite correction baissière pour se placer, ici ou là. Mais en faisant ça, au moins, on n'a pas acheté toutes les petites hausses qu'on a eues ici, qu'on aurait eu ici, qu'on aurait eu ici. Ça veut dire que quand on se place, on a vraiment une bonne certitude qu'on est repassé en marché haussier. Donc, essayer d'attraper les points bas dans les tendances fortement baissières, c'est souvent un piège à con, parce que personne ne peut prévoir le point bas parfait qu'on va faire. C'est plus simple d'attraper la tendance quand elle redémarre haussière, même si on n'a pas le meilleur prix d'achat, que d'essayer 5, 6, 7 fois d'attraper le point bas. Donc là, on peut répliquer un peu ça sur le Bitcoin. Hein. Si vous rajoutez un zigzag, vous attendez que le zigzag vous dise qu'on est repassé en marché haussier avec 2 points hauts alignés à la hausse et 2 points bas alignés à la hausse. Et on mettra le market profile à ce moment-là sur la zone intéressante. Hein. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore de zone de congestion hein, sur le Bitcoin. Il faudra voir, peut-être que ça va stagner ici quelques semaines, que ça va former une zone d'accumulation peut-être par ici. Et si on sort de la zone d'accumulation à la hausse, et qu'on a un zigzag qui nous fait bien 2 points hauts et 2 points bas au-dessus, là on pourra se dire c'est bon, on est reparti dans un marché haussier et on pourra se placer. Hein. Même si on se place à 7000 ou à 8000, c'est pas grave, hein, parce que, enfin c'est pas grave. On n'aura pas eu le point bas, certes, mais si le Bitcoin doit repartir à 14 000 ou à 20 000, au moins on se sera placé pour de long terme. Sur le S&P 500, même si on s'est placé ici, on n'a pas eu le point bas, mais regardez la hausse qu'on a eue par la suite. Et pareil ici, hein, ici si on se place dans cette zone, on ne s'est pas placé au point bas, mais on avait quand même une énorme vague de hausse par la suite à prendre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des certitudes et se placer une fois qu'on a la confirmation que le marché est repassé haussier. Et surtout en période de crise. Hein. Vous allez vous fatiguer à essayer d'attraper un point bas ici. Peut-être qu'on ne fera le point bas que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et dans ce cas-là, vous allez vous épuiser nerveusement à essayer d'attraper un point bas. Donc vous fatiguez pas, attendez simplement que les cours nous montrent qu'on repasse en tendance haussière.